Parlons douleur, un balado du réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Don Daniel, je suis titulaire d'un doctorat de l'Université McGill à Montréal et maintenant stagiaire postdoctoral au Boston Children's Hospital. Aujourd'hui, je vais vous parler du traitement personnalisé pour la douleur chronique. La preuve que c'est possible, les avancées dans la recherche sur ce sujet et sommes-nous plus proches qu'on le pense. Une approche biopsychosociale pour comprendre la douleur est connue comme le modèle le plus réussi à ce jour, dans le sens qu'elle englobe les interactions entre les composants biologiques, psychologiques et sociaux propres à chaque individu. C'est-à-dire, il est essentiel de bien adapter le traitement aux patients. Étant donné que deux patients avec le même diagnostic diffèrent sur le plan physique, social et psychologique, le fait de regrouper ces patients dans le même programme de traitement ne produira probablement pas les meilleurs résultats par rapport à un traitement personnalisé. Avec une approche biopsychosociale de la gestion de la douleur, les patients souffrant de douleurs chroniques pourraient améliorer leurs conditions physiques et psychologiques telles que la dépression et l'anxiété et permettre un retour aux activités normales de la vie. Pendant le Congrès mondial de la douleur 2022, qui s'est déroulé en mi-septembre 2022 à Toronto, j'ai été chanceux d'assister à plusieurs sessions thématiques qui touchent sur le sujet du traitement personnalisé. Une des sessions que j'ai pu assister était sur l'utilisation des tests sensoriels pour profiler les patients souffrant de douleurs chroniques. C'est une technique que j'ai utilisée lors de mon projet de doctorat. Les tests sensoriels sont des outils non invasifs pour évaluer le système nerveux périphérique, c'est-à-dire à la localisation de la douleur, et centrale, c'est-à-dire au niveau de la moelle épinière et du cerveau. Plusieurs tests existent incluant diverses modalités telles que le toucher, la pression, la vibration, la chaleur et le froid. Des études démontrent que les tests sensoriels sont utiles pour profiler des patients pour un traitement. Cependant, il n'est pas clair quels tests sont les mieux adaptés pour profiler les patients. J'ai eu la chance de passer Dr. Jan Vollert en entrevue sur ce sujet. Dr. Jan Vollert est un bioinformaticien et professeur à Imperial College London. Ses recherches portent sur l'application des modèles statistiques dans la recherche sur la douleur, principalement dans les tests sensoriels quantitatifs de patients souffrant de douleurs neuropathiques. Il est aussi membre de l'Association internationale de recherche de la douleur et du groupe d'intérêt spécial sur la douleur neuropathique. J'ai passé une entrevue en anglais avec lui et mon question principale était « Est-ce que les tests sensoriels sont déjà utilisés en clinique? » Il a répondu « Oui ». Car il y a des protocoles utilisés ou développés pour la clinique dans certains endroits à travers le monde. Mais les tests peuvent être un fardeau pour certains patients, car les protocoles peuvent être longs. Les patients doivent aussi avoir beaucoup d'attention sur les tests, particulièrement sur ceux qui mesurent des seuils de douleur. Alors, est-ce qu'il y a encore des obstacles sur l'utilisation des tests sensoriels? Dr. Vollert avait répondu « Oui, certainement plusieurs ». Ils sont en train d'inclure plus de diversité dans leurs études pour répondre à des questions qu'ils ne pouvaient pas répondre avant. J'ai aussi eu la chance de passer Dr. Martine Bordelot en entrevue sur ce sujet. Dr. Bordelot est chercheur postdoctoral à l'Université de Sherbrooke au Québec. L'un de ses principaux champs d'intérêt est d'améliorer les méthodes d'évaluation sensorielle en impliquant la communauté de recherche. Voici un extrait de notre entrevue. Alors, je suis ici maintenant avec Martine Bordelot, chercheure postdoctorale à l'Université de Sherbrooke. Alors, les tests sensoriels sont un outil qui a eu beaucoup de recherches là-dessus dans les dernières, disons, 20 années, principalement pour le traitement personnalisé. Alors, où vois-tu les tests sensoriels dans la clinique pratique pour les patients? Moi, je crois qu'avant de se retrouver dans les cliniques, on a encore beaucoup de travail à faire dans le développement du QST, entre autres au niveau du développement acquérir un peu plus de données de référence de valeurs normales qui vont prendre en compte, entre autres, l'ethnicité,
parce qu'actuellement, on ne considère pas cet aspect-là. Il y a plusieurs articles qui ont démontré que ça pouvait avoir un impact sur les résultats du QST. Et par exemple, la prise de médicaments ou le sexe biologique de la personne qui fait les tests. Donc, il y a beaucoup de sources de variabilité. Puis actuellement, dans les données de référence, on est beaucoup plus représentatif d'une population caucasienne. Alors, je pense qu'il y a déjà un gros travail à faire là-dessus. Ensuite de ça, probablement un travail international à faire sur la standardisation, améliorer la standardisation de nos procédures. Puis, c'est une pratique qui nous permet d'aller chercher un chiffre, mais ce chiffre a besoin, à mon avis, d'être confirmé par des approches complémentaires, par exemple, juste de discuter avec le participant pour s'assurer que le chiffre qu'on a trouvé, qui peut nous indiquer, par exemple, qu'il y a une présence d'anormalité sensorielle est réellement liée à une anormalité sensorielle. Et ça peut être très facilement évalué en discutant avec la personne. Mais pour l'instant, on n'a pas ça d'intégré dans notre pratique du QST. Ça, c'est super intéressant. Tu parles beaucoup des obstacles qui sont encore dans la recherche concernant les tests sensoriels pour profiler les patients pour le traitement personnalisé. Alors, penses-tu que nous sommes proches de l'impliquer, disons, dans les prochaines 5 ans dans la clinique pratique pour le traitement personnalisé, ou c'est quelque chose qui est un peu plus dans plusieurs années, plus que 5 ans, même 10 ou 15? Bien, moi, ça fait depuis 2018 que j'essaye de faire changer cette vision des choses dans le domaine du QST. J'aimerais ça qu'on s'enligne vers un domaine qui est plutôt QQST, donc on implique le qualitatif et le quantitatif de manière en symbiose. Mais tu vois, depuis 2018, ça n'a pas énormément avancé, ces idées-là. Fait qu'il y a eu des publications à cet effet-là, mais il n'y a pas eu encore... on dirait que le timing n'est pas encore là pour rejoindre l'ensemble de la communauté. Mais des fois, ça prend juste une petite étincelle, hein, puis ça peut partir très vite. Oui, très, très certainement. Alors, certainement, moi, j'ai très hâte à voir où les tests sensoriels peuvent avoir une place dans les traitements personnalisés et les résultats de vos recherches dans le futur. Alors, merci beaucoup, Martine. De rien, merci à toi. Une autre session super intéressante que j'ai pu assister était sur l'utilisation des biomarqueurs de la douleur comme base de décision dans le processus de développement thérapeutique et dans la pratique clinique. Un biomarqueur est une mesure quelconque qui indique un état ou condition d'un individu. Par exemple, des molécules inflammatoires dans notre sang peuvent servir de biomarqueur pour l'arthrite. Lors de cette session, modérée par Dr. Marianne Pellimanter, qui a plus de 25 ans d'expérience dans la recherche scientifique et plus de 20 ans d'expérience dans la découverte et le développement des médicaments, des chercheurs ont décrit leurs progrès et les leçons apprises lors du développement de biomarqueurs cliniques pour profiler des patients et d'une signature de biomarqueurs cliniques pour faciliter les décisions de traitement chez des patients dont leurs douleurs chroniques ont un impact sévère dans la vie quotidienne. Dr. Pellimanter a commencé la session en soulignant que des biomarqueurs peuvent significativement améliorer la probabilité de réussir un développement thérapeutique. Mais quels biomarqueurs devrait-on examiner? Ça dépend sur ce que nous aimerions que le biomarqueur fait. Premièrement, Dr. Tony Blockhill, chercheur à l'école de physiologie, pharmacologie et neurosciences à University of Bristol, a discuté sur des biomarqueurs qui ciblent le système nociceptif, c'est-à-dire le processus dont on ressent la douleur. Cette approche a été choisie car la nociception peut être divisée en plusieurs étapes. Plusieurs de ces biomarqueurs ont été étudiés dans des modèles animaux et humains pour évaluer les effets des médicaments. Dr. Blockhill démontre que des changements dans les enregistrements de cerveau dans des animaux et chez l'humain sont remarqués après l'administration de certains médicaments. Deuxièmement, Dr. Katie Vincent, chercheur en douleur chez les femmes dans le département d'obstétrique et gynécologie au doyen d'Oxford, a discuté sur le profilage des patients avec une douleur chronique pelvienne, qui est commun, affectant environ 24% des femmes globales. Le diagnostic de la pathologie est difficile et nécessite fréquemment plusieurs interventions chirurgicales, souvent sous différents spécialistes. Il n'est donc peut-être pas surprenant que la recherche sur les biomarqueurs dans ce domaine se soit concentrée sur les tests de diagnostic non invasifs. Il existe plus de 100 biomarqueurs pour l'endométriose, mais aucun a démontré être utile en pratique clinique. Le projet de Dr. Vincent adopte une approche différente, visant à utiliser des biomarqueurs pour identifier les facteurs de la douleur plutôt que la présence d'une maladie. Dr. Vincent a présenté une étude multicentrique qui intègre des données phénotypiques détaillées incluant des gènes et des protéines dans une cohorte de près de 800 femmes.
et élargit cet ensemble de données avec des questionnaires supplémentaires et des tests sensoriels dans ce sous-ensemble. De plus, leur conception leur permet d'explorer spécifiquement les associations d'endométriose et de symptômes de la vessie. Dr. Vincent a présenté leurs résultats d'analyse intégrative de ce riche ensemble de données et démontre que c'est plus complexe qu'on le pense. Des profils de biomarqueurs peuvent nous aider à mieux comprendre la douleur dans les groupes spécifiques. En fin de compte, Dr. Vincent espère que cette stratégie identifiera de nouvelles cibles thérapeutiques, éclairera une approche plus personnalisée du traitement et permettra d'affiner les modèles précliniques pour optimiser la découverte de médicaments. Finalement, Dr. Laura Simmons, professeure d'anesthésiologie, médecine périopératoire et de la douleur pédiatrique à Stanford University, a discuté sur un projet en cours intitulé Signatures for Pain Recovery in Teens, ou SPRINT, qui intègre 4 domaines: le sang, pour des biomarqueurs immunitaires, les tests sensoriels, l'imagerie qui inclut les structures et fonctions cérébrales, et les mesures rapportées par le patient, alors démographiques, physiques et psychologiques. Ces paramètres sélectionnés ont des associations avec la douleur et la fonction, mais ont été limités par l'échantillon de participants dans les études, l'évaluation d'un seul paramètre et des effets modérés. Cette étude représente la plus grande cohorte d'adolescents souffrant de douleurs musculo-squelettiques caractérisées pour dériver une signature biologique, prognostic de la douleur et de la récupération fonctionnelle en exploitant un pipeline d'analyse informatique multivarié pour extraire des résultats fiables à partir de cet ensemble de données complexes. Alors, concernant le traitement personnalisé pour la douleur chronique, est-ce que c'est possible? Oui. Plusieurs études démontrent que chaque individu est unique à leur expérience avec la douleur et une approche biopsychosociale de la gestion de la douleur est le modèle le plus réussi pour permettre un retour aux activités normales de la vie. Sommes-nous plus proches qu'on le pense? Oui et non. Certains outils ou biomarqueurs sont déjà utilisés dans des cliniques de douleur spécifiques, mais il y a encore des enjeux et du travail pour améliorer le traitement personnalisé. J'espère que vous avez bien aimé l'épisode d'aujourd'hui et j'ai très hâte de vous parler une prochaine fois. À la prochaine! Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!